Très bien. Eh bien, écoutez, maintenant le moment de conclure donc, cette journée. Donc, merci à Philippe Bernat d'être à mes côtés pour pouvoir évoquer cette conclusion sur laquelle je souhaitais donner un sens un peu à l'histoire qu'on a envie de conduire. Merci à François Perret, que vous n'avez pas vu dans les invitations, mais qui est à mes côtés. Parce que, comme vous le savez, ou je le rappelle, Pacte PME, c'est les relations entre les grands groupes et les sous-traitants. Donc on est bien dans ces valeurs que nous portons. Et de plus, donc, avec une mobilisation qui a été faite particulière par Pacte PME auprès de ces grands donneurs d'ordre pour accompagner leurs sous-traitants, et en effet, sur un certain nombre d'engagements et d'enjeux autour de la décarbonation, mais pas seulement. Hein, donc, et on voit là une grosse implication qui est faite. On doit, nous, et puis je suis ravi d'avoir toujours Philippe à mes côtés, donc dans beaucoup de réflexions qu'il conduit à nos côtés au sein d'Observatoire Comédia, de notion de filière. Parce que je regarde, j'ai posé une question ce matin, effectivement, donc, au médiateur, Pierre Pellouzet, sur sa vision, donc effectivement, filière. Et je voulais revenir dessus ce soir avec toi, Philippe, parce qu'aujourd'hui, tu embrasses donc, un certain nombre de filières, et notamment une des plus importantes en France, qui est la filière aéronautique et spatiale, et de façon assez curieuse d'ailleurs, au sein de Pacte PME, donc on s'aperçoit que tu fédères des acteurs clés de cette même filière, comme Airbus, comme Safran, comme MBDA. Donc on voit que tu fédères. Donc nous, on doit s'inspirer à l'Observatoire. On aime bien s'inspirer de ce qui existe, de ce qui se fait, de ce qui se fait de mieux. Et je crois que vous faites partie des choses qui se font de mieux. Donc, quel serait le sens de l'histoire que nous, on pourrait dresser, sachant qu'à l'Observatoire Comédia, on a toujours milité sur un sujet qui est effectivement de ne pas segmenter les métiers. On ne doit pas cloisonner les agences, les médias, l'événementiel, la filière industrielle, la data numérique. On ne doit pas donc être dans cette logique-là. On doit fédérer l'ensemble de ces acteurs parce qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et on en a encore fait la preuve aujourd'hui. On voit bien, le gaming parle tout d'un coup au monde de la communication qui ne se parlait pas. On voit bien qu'effectivement, le métaverse, qui sont des mots nouveaux, qui ont l'air d'irriguer des métiers, c'est un sujet qui est déjà traité depuis 15 ans dans le gaming. On voit bien que cette notion de complémentarité, on l'a vu également dans la co-construction aujourd'hui. Nicolas de Double 2 a créé des alliances avec d'autres entrepreneurs, d'autres agences de communication, et ont remporté donc effectivement les JO 2024, donc sur l'ouverture des JO. On voit bien que, effectivement, dans le monde de l'industrie, donc il y a un certain nombre de coopérations qui sont nées. On permet de créer des champions. Thomas Mortier nous l'exprimait très clairement dans le monde de la logistique ce matin. Donc, on voit bien que tout ça est une réalité de co-construction, de copartage, de consolidation, de décloisonner, moi j'ai envie de dire, et puis de créer cette logique de filière. Alors, est-ce que c'est crédible pour la filière de la communication ou pas? Et j'aimerais avoir votre point de vue. Si tant est que ce le soit, je sais qu'il y a des tentatives qui ont été prises, indéniablement, et c'est très bien ainsi. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et j'ai un dernier point qui est de mon constat. Quand on a été, au cours de l'été, Gilles Muraveau, donc le président du GMI, l'a rappelé ce matin à Bercy, tout d'un coup, on avait oublié les entreprises industrielles qui sont du monde de l'imprimerie pour rentrer dans le bouclier tarifaire, parce qu'on ne nous avait pas identifiés. Donc on a, nous, une responsabilité qui est importante face à ça. Voilà, c'est une question que je pose. Et votre double lecture qui est la vôtre, donc à la fois des grands donneurs d'ordre que tu représentes, donc effectivement François, avec l'ensemble de leurs sous-traitants, à la fois donc ta courbe d'expérience au titre des filières, quels seraient les conseils à nous donner pour qu'on puisse conduire un projet crédible, réaliste, mais je crois aussi assez rapide? Parce que je pense que notre économie, on l'a vu aujourd'hui, est quand même très attaquée par des mouvements donc effectivement importants, et il faut qu'on sache réagir assez vite. Et profiter de la situation justement pour que ces réactions soient rapidement efficaces. On ne va pas trouver les réponses là ce soir,
Mais j'aimerais bien que si on pouvait poser quelques points de réflexion, partager ensuite avec notre public, et voir comment on sera en mesure de le mettre en œuvre ou pas. Moi, je veux bien commencer la discussion, parce que je sais que François a une lecture encore plus transverse que la mienne, parce que moi, je vais m'appuyer sur une ou deux filières que je connais, et en décrire un petit peu quelles en sont les recettes. D'abord, ce sont des filières qui ont été construites sur, je vais prendre l'automobile, l'aéronautique, dont je suis médiateur, mais également peut-être on peut parler du nucléaire et d'autres, hein, ou même de la santé. Systématiquement, ce sont des filières qui ont été construites sur une activité industrielle, qui sont parfois centenaires, voire au-delà, qui mobilisent des passions de l'ensemble de leurs acteurs. Alors c'est moins vrai aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on voit que les acteurs, faire des avions, ça les amuse moins que faire autre chose. C'est un peu un problème, il faut qu'on les réintéresse d'ailleurs à l'esprit de la filière. Donc il y a des prérequis, et des prérequis qui portent sur de l'actif matériel, sur une organisation autour de cet actif matériel, et sur l'usage que les produits issus de cette filière apportent à la société. Et quand je dis la société, c'est la société avec un grand S. L'automobile, ça a été un moyen de décongestionner, de voyager, de commercer, comme l'avait été l'industrie navale auparavant, des siècles auparavant. Et pareil pour l'aéronautique. Imaginez un monde sans avion, qu'est-ce que serait l'Afrique aujourd'hui ? Donc ça c'est des sujets qu'il faut avoir en tête, parce que quelque part, finalement, c'était aussi une façon de responsabiliser des acteurs sans en parler, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie du discours au quotidien. Une fois que j'ai dit ça, comment on va identifier les caractéristiques d'une filière ? Plusieurs petits points, et qui sont d'ailleurs systématiques quand on regarde chacune de ces filières. D'abord, l'existence de locomotives. Je ne parle pas de la filière ferroviaire, enfin, les filières, de gens qui tractent. Et si possible, des acteurs nationaux qui tractent une supply chain nationale. Voilà, ça c'est important. Ensuite, que cette traction soit exposée, soit expliquée au travers d'une ambition, d'une vision, de la reconnaissance d'une supply chain, donc du rôle de l'ensemble des acteurs. Et que bien souvent, ça fasse l'objet d'une charte, où la charte prend toute sa valeur. Bon comportement d'achat, bon comportement responsable en général, relation client-fournisseur, mais aussi une charte qui explique la stratégie sur laquelle on va baser la valeur de la filière, ses objectifs de performance, la décarbonation, l'innovation, la relation au sein de la filière, le bon comportement des uns et des autres. Tout ceci, ça doit être écrit. Et ça doit être écrit pas par les MOI de ces filières, mais par l'ensemble des gens concernés, de façon à ce que ce soit quelque chose qui les unisse, dans lesquels ils se reconnaissent. Mais il ne faut pas que ça, parce que si on dit que ça ne suffit pas. Il faut mesurer que la performance de la filière, l'engagement dans lequel chacun se situe, d'abord est cohérent par rapport à l'ensemble de la filière, et contribue à la vision et à l'ambition de la filière. Donc, quelle est ma contribution finalement ? Et vis-à-vis de ma contribution, comment je dois faire en sorte qu'elle soit reconnue, monétisée, et la pérennité de l'entreprise qui va être ce que je vais pouvoir en ressortir. Et puis, tu l'as dit très justement, quand tu parlais du GMI, on nous a oubliés. Il y a aussi la communication au sein de la filière qui doit être permanente, avec tous les acteurs de la filière représentés, les grands, les petits, les moyens, La communication aussi au bord de la filière, avec les banquiers, les assureurs crédits, tous ceux qui font que la filière sans eux ne peut pas vivre. Ils ne sont pas dans la filière, mais ils sont indispensables au fonctionnement de la filière. Et puis il y a notre communication qu'il faut faire absolument, c'est la communication auprès de l'administration, du gouvernement, des institutionnels. Voilà, on existe, voilà la valeur qu'on génère, la responsabilité qu'on y apporte, la contribution qu'on génère au niveau de la société, et reconnaissez-nous, voyez-nous pour ce qu'on est. Et voilà les points positifs qu'on apporte, mais aussi voilà les difficultés qu'on a, et comment on fait ensemble pour les résoudre. J'ai dit tout à l'heure dans l'autre table ronde cyber, je pense que la filière doit prendre d'abord ses responsabilités, et ensuite les partager avec d'autres acteurs qui peuvent aider, y compris les acteurs publics, c'est fondamental. On a parlé emploi sur le territoire, voilà, c'est un vrai sujet, que les filières discutent emploi sur le territoire pour garder les talents, les sécuriser, transformer, puisqu'on en a parlé aussi. Enfin, tout ça, c'est le rôle de la filière, et je pense que si on n'arrive pas à assembler toutes ces pièces les unes avec les autres, finalement, il n'y a pas de filière. Voilà, donc s'il manque un de ces maillons, ça ne fonctionne pas. C'est déjà le premier élément de réponse.
Merci Philippe. François. Moi, je vois plusieurs effectivement tendances à l'œuvre et qui sont assez complémentaires de ce qu'a dit Philippe autour de la notion de filière. Et si on regarde un peu ce qui se passe dans l'industrie, il y a un certain nombre de tendances émergentes et d'autres qui relèvent peut-être un peu plus de la prospective. Première tendance, c'est quand même, je dirais, la consolidation. C'est vrai que beaucoup de filières, et c'est le cas dans les industries que tu as mentionnées, je pense à l'aéronautique, je pense aussi au ferroviaire, je pense aussi à l'automobile et à d'autres, sont caractérisées quand même par, on va dire, une grande atomicité, une grande balkanisation. C'est-à-dire que c'est la contrepartie de l'entrepreneuriat et de l'élan entrepreneurial qu'il y a eu, mais avec du coup beaucoup de très très petites entreprises qui, dans la configuration aujourd'hui de marché, n'ont pas forcément la possibilité d'imaginer un avenir seul. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à la fois par en haut, c'est-à-dire à l'initiative des organisations professionnelles, donc de la filière elle-même, et de plus en plus aussi par prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs, une nécessité d'aller vers des recompositions, des regroupements, des mutualisations, qui peuvent être dans un premier temps, je dirais, assez bon enfant, c'est-à-dire se mettre autour de la table pour définir ensemble un projet, mutualiser, et qui peuvent déboucher effectivement jusqu'à un certain nombre de fusions. Ça, c'est la première tendance qui, à mon avis, a vocation à se renforcer et qui finalement doit être à la fois anticipée et regardée comme étant positive. Parce que plutôt que de chercher à vivoter, se projeter vers la croissance, en passant aussi par de la croissance externe, et viser la taille ETI, je pense que c'est un peu ça, le modèle de l'économie française qu'on doit construire, et sur lequel on achoppe depuis tant d'années. Je rappelle que le gouvernement, au moment où on se parle, a fixé l'objectif de 500 ETI supplémentaires d'ici 2027. Ça veut dire... C'est une tautologie, mais 100 ETI de plus chaque année, alors que jusqu'à présent, on est plutôt sur un rythme de création de 20-25 ETI par an. Donc ça veut dire multiplication par 4. Première tendance que je vois, c'est la consolidation. Deuxième tendance, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui ont peut-être 30% d'activité dans un secteur et qui doivent en tout cas se poser sérieusement la question de savoir si elles sont capables d'aller étendre leur terrain de jeu dans une autre filiale. Évidemment, tout le sens est de l'action d'un acteur comme Pacte PME, qui est justement de mettre en relation des entreprises d'une filière donnée avec des grands donneurs d'ordre d'une autre filière pour créer des logiques de co-innovation qui peuvent être assez intéressantes. Je parlais de 4 tendances, j'en vois 2 autres qui sont à l'œuvre. D'abord, et c'est bien parce que je crois que notre message au sein de Pacte PME reste plus que jamais d'actualité, moi je dirais c'est l'économie collaborative. Au sens où, si on veut faire un peu de prospective industrielle, moi je crois que ce qui est en train de changer, c'est qu'au fond, il y a très peu d'acteurs qui visent la taille grand groupe. Je pense que la taille cible va devenir la taille ETI, et la taille ETI va permettre à la fois de conjuguer les avantages de l'agilité des startups et des TPE-PME, et en même temps la force pour lever des fonds, pour s'internationaliser d'un grand groupe. Et il va y avoir donc des ETI, à mon avis, qui vont à terme se démultiplier dans l'écosystème et qui vont fonctionner en réseau, offensif et défensif, avec un certain nombre de PME avec lesquels ils vont être chaînés. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et du coup, ça pousse effectivement encore plus à faire ce travail collaboratif à l'intérieur des filières et en trans-filière aussi. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, la dernière tendance que je vois à l'œuvre et qui finalement sera la traduction de toutes les transformations qu'on a pu repérer dans la journée avec toi, Dominique, et qu'on a évoqué tout à l'heure dans la table ronde sur l'emploi, c'est justement l'accélération des reconversions professionnelles vers les métiers d'avenir. C'est-à-dire, pour moi, en priorité, la transition écologique et le numérique, et avec une erreur à éviter, ce serait de penser que ça veut dire que les métiers de demain se situent uniquement dans ces 2 filières. En réalité, je pense que le numérique et la transition écologique vont être partout, vont irriguer l'ensemble des filières, y compris bien sûr celle de la communication. Et donc, dans ce cadre-là, le vrai challenge, c'est effectivement de pouvoir, sur la base du volontariat, pousser un certain nombre de cadres vers l'acquisition de ces compétences-là. Le président de la République a dit 1 million d'emplois, en tout cas il a dit plein emploi en 2027. Plein emploi en 2027, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir pousser 1 million d'emplois supplémentaires. Et ça va se faire non seulement
en passant de la situation, dans un certain nombre de cas, de demandeurs d'emploi à actifs, mais ça va être aussi un enjeu, à mon avis, d'adaptation de ceux qui sont déjà en emploi. Et là, je crois qu'il y a un énorme challenge et que les réponses aujourd'hui, les réponses académiques, les réponses en termes de formation professionnelle sont encore un peu balbutiantes par rapport à la cible qui est devant nous. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour accélérer la transformation de l'appareil productif, d'accélération de la formation professionnelle. Je crois que c'est la mère des réformes. Si je devais désigner un objectif sur un quinquennat, je dirais la mère des réformes, c'est celle de la formation professionnelle. Là, on a vraiment un terrain qui n'est pas vierge, puisqu'il y a une réforme qui a été engagée en 2018, mais qui manque encore, à mon avis, son point d'aboutissement. Donc je crois que si on additionne ces 4 éléments, la consolidation, la diversification, l'économie collaborative et les reconversions professionnelles, se dessinent peut-être quelques chantiers prioritaires de la part des filières. Philippe, peut-être à tout ce que dit François, parce que d'abord, je suis tout à fait en phase avec ça, bien évidemment. Je mets un bémol quand même sur un point, et tu vas comprendre, François, pourquoi je le dis, c'est que ce que tu dis, c'est tout à fait valable dans une économie de croissance et où on a une politique offensive de développement. Aujourd'hui, on est dans une économie de défense, pour ne pas dire de guerre. Enfin, en tous les cas, sur certaines filières, clairement. Hein. Ouais. Et peut-être que c'est plus compliqué. Alors, les ingrédients sont les bons. Simplement, il faut les doser à des moments différents, les uns par rapport aux autres. Par exemple, que les ETI croissent et qu'elles se diversifient, c'est fondamental. Parce qu'en plus, elles disséminent en plus. Les PME, c'est plus compliqué. Parce que les PME, demander à une PME qui a déjà du mal à être performante sur son cœur de métier, on a parlé de cybersécurité, de productivité, de méta. C'est des sujets que moi je vois dans certaines filières comme étant aujourd'hui des sujets d'actualité. Donc il va falloir qu'elles investissent beaucoup. Et je crains qu'on ne puisse pas leur demander à la fois de faire de l'investissement dans des machines, dans des hommes, dans de la cyber, en même temps dans de la diversification. Et peut-être d'ailleurs que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet humain au sens des valeurs portées par la filière. Et à savoir la solidarité, on revient encore une fois dessus. Confiance, dialogue, oui, parce qu'il faut se parler, mais la solidarité. Et là, il peut y avoir un système d'entraide vis-à-vis des ETI par rapport aux PME. En disant, bon, écoute, continue à te spécialiser là-dessus, j'ai besoin de toi, tu es mon fournisseur, mais dès que je pourrai, dès que tu seras prêt, je t'aiderai à aller ou vers d'autres contrées, ça c'est l'export, ou vers d'autres secteurs, et ça c'est la diversification. Donc je crois que ce sont des éléments sur lesquels il faut avoir un regard permanent, il faut juste les doser au fur et à mesure comme il le faut. Un autre point que je voulais peut-être signaler, parce que je l'ai un petit peu vu tout à l'heure, alors évidemment en tant que médiateur, je crois qu'un élément de filière aussi c'est la médiation. C'est-à-dire la capacité avec laquelle les gens sont capables de faire preuve de dialogue, de transparence, d'écoute active et bienveillante. J'ai un problème, dans beaucoup de filières, j'ai un problème, je ne le dis pas, parce que je vais me faire punir. Une filière mature, une filière qui existe, c'est une filière où on peut parler de ses problèmes, parce que la solution, c'est bien souvent avec ses collègues qu'on la trouve. Et ça c'est aussi un sujet. Et alors, il y a un truc, moi, qui me taraude, Dominique. Alors, pardon si j'inverse un petit peu le sens de la table ronde, parce que moi, je vais t'interroger. Pourquoi, dans la filière, enfin, dans l'espace que tu animes, de façon remarquable depuis des années, avec une implication, une abnégation que tout le monde connaît. Pourquoi, lorsqu'on a des assets, comme la compréhension de la façon dont le métier comme média est organisé, avec l'industrie, les services, la taille des entreprises, pourquoi quand il y a des chiffres, pourquoi quand tu mets la médiation de façon aussi en avant, depuis toujours, tu as été précurseur là-dessus, pourquoi on n'a pas encore cette notion de filière qui apparaît de façon évidente ? Qu'est-ce que c'est qui nous manque, là ? Joker. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle. D'abord, merci. Merci. Je n'ai pas perdu le fil. Je voulais vous remercier. La journée se termine. J'espère qu'effectivement, vous saurez tous en tirer quelques enseignements et mécanismes de compréhension. Ce dernier point, je le retiens, Philippe. Je reviendrai bien entendu pour l'approfondir. Merci à toi, François, d'avoir contribué à nos côtés. Donc, effectivement, sur des sujets auxquels on est très attaché, qui est l'emploi. Je crois qu'on a un champ d'investigation très important sur cette recomposition de notre filière de la communication, parce qu'on voit que malgré tout, les choses bougent. On voit que malgré tout, même dans un climat de tension, les entreprises bougent.
évolue dans le bon sens. Hein. Quelques faisceaux me fait penser qu'effectivement la notion de co-construction commence à arriver. Et je crois que tout ça est extrêmement positif. Eh bien, je crois qu'à nous de poursuivre le chemin et apporter la réponse à Philippe Bernat. Merci à vous. Merci. À très vite. Dominique. Merci encore à vous.